Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans Dernière Nouvelle des Étoiles. Au centre de la Voie lactée se tient un trou noir supermassif, Sagittarius à étoiles. 4 millions de fois plus massif que le Soleil, il est l'influence gravitationnelle dominante de la Voie lactée. Toutes les autres grandes galaxies de l'univers sont dans le même cas. Et en multipliant les observations, on peut se rendre compte que Sagittarius à étoiles est loin d'être le plus impressionnant des trous noirs. On a ainsi pu identifier des trous noirs qui font des dizaines ou des centaines de millions, voire des milliards de fois la masse du Soleil. Pour l'actualité dont on va maintenant discuter, il faut cependant passer à l'échelle supérieure. Un groupe d'astronomes pense ainsi avoir identifié un trou noir qui fait 30 milliards de fois la masse de notre étoile. Un record. La méthode de découverte est indirecte et assez opportuniste. Le groupe d'astronomes souhaitait en fait étudier une galaxie qui se trouvait bien plus loin. Or, la galaxie qui contient le trou noir qui nous intéresse se trouve juste devant cette dernière. Les astronomes espéraient donc utiliser un effet de lentille gravitationnelle pour récolter un maximum d'informations sur la galaxie d'arrière-plan. Les lentilles gravitationnelles se forment lorsque deux objets s'alignent par rapport à un observateur. Si l'objet du milieu est suffisamment massif, il peut rabattre une partie de la lumière de l'objet d'arrière-plan vers l'observateur, offrant ainsi une sorte d'effet de loupe. L'effet permet d'étudier l'objet d'arrière-plan, mais aussi de déterminer la masse de l'objet qui se trouve au milieu, la lentille. C'est cet exercice qui a surpris le groupe de chercheurs auteurs de la découverte. Ils ont mené des simulations pour voir quel scénario explique le mieux la forme de leur lentille. Et il faut un trou noir de 30 milliards de masses solaires pour y parvenir. L'objet est suffisamment impressionnant pour être qualifié de trou noir hypermassif. Il est à la limite supérieure de la taille maximale qu'on pense que ces objets ont pu atteindre en 14 milliards d'années d'histoire de l'univers. Malgré sa taille phénoménale, ce doit être un trou noir plutôt calme. Les trous noirs supermassifs actifs, ceux qui sont en train d'avaler de la matière, produisent de puissants rayons X via leur disque d'accrétion. La galaxie lentille ne semble ici pas posséder de telles signatures, ce qui indique que son trou noir est dorénavant en repos. Les trous noirs grossissent soit en avalant du gaz et des étoiles, soit en fusionnant avec d'autres trous noirs. On imagine qu'ici, il a fallu mettre tous les mécanismes à contribution pour parvenir à une telle croissance. La plupart des trous noirs connus ont été découverts via leur signature lumineuse. Ils sont donc actifs. On estime cependant que la majorité des trous noirs de l'univers sont à l'état de repos, comme celui dont on vient de discuter. La méthode des lentilles gravitationnelles pourrait ainsi aider à découvrir cette population bien cachée, ce qui permettrait de comprendre un peu mieux ces objets exotiques et le rôle qu'ils jouent dans l'évolution de l'univers. Pour y parvenir, il faut pouvoir découvrir un grand nombre de lentilles gravitationnelles. Une tâche de fourmi qui va bénéficier grandement des progrès de l'intelligence artificielle. Il faudra en revanche se contenter d'observations opportunistes. On ne peut pas choisir où une lentille gravitationnelle va se produire, et il faut donc se laisser porter par la chance. Pour notre monstre du jour, ce sera peut-être une aide bienvenue pour aider à conserver son titre. Sur Terre, c'est toujours l'exploration de la Lune qui monopolise une bonne partie des ressources des agences spatiales. Hier, la NASA a présenté l'équipage d'Artemis II, la première mission habitée à destination de l'orbite lunaire depuis 50 ans. Il ne s'agit pas encore de descendre à la surface. Le vaisseau Orion n'en est pas capable. Cela devrait rester une mission absolument historique, et on connaît dorénavant le nom des 4 chanceux. Comme on l'avait pressenti lors du DNDE Live de jeudi dernier, c'est bien Reid Wiseman qui prend le commandement de la mission. Il a déjà réalisé un séjour à bord de l'ISS en 2014. Comme beaucoup d'astronautes américains avant lui, c'est un ancien pilote de la Navy. Le pilote d'Artemis II sera justement Victor Glover. C'est lui qui avait déjà piloté la mission Crew 1 sur Crew Dragon, et comme son commandant, il est aussi ex-pilote de la Navy. La première spécialiste de mission sera pour sa part Christina Koch. Elle a aussi déjà mené une mission à bord de l'ISS. Elle est la femme qui a mené la mission spatiale la plus longue à ce jour, avec un record de 328 jours. Elle a également participé à la première EVA entièrement féminine en 2019. Enfin, le deuxième spécialiste de mission est un rookie de l'espace. Son premier voyage au-delà de l'atmosphère l'emmènera donc jusqu'à l'orbite lunaire.
Il s'agit du Canadien Jeremy Hansen. Ce sera le premier non-américain à s'aventurer jusqu'à la Lune. Leur mission aura normalement lieu l'année prochaine, même si on ne serait pas surpris de voir un décalage à 2025. La fusée SLS, qui permettra de lancer Orion, est déjà en cours d'intégration en Louisiane. L'expérience acquise avec Artemis 1 devrait permettre à la NASA d'avoir une vision assez claire sur son calendrier. On ne devrait donc pas avoir de surprise majeure d'ici au décollage. L'étape suivante, Artemis 3, sera en revanche bien plus complexe. Pour passer de l'orbite lunaire à la surface, la NASA a choisi le Starship de SpaceX. Une solution très innovante et donc potentiellement risquée en termes de développement. Le vaisseau doit déjà prouver qu'il peut aller dans l'espace et revenir sur Terre. Puis, il devra faire la démonstration qu'il peut être ravitaillé en orbite pour aller jusqu'à la Lune. La NASA semble y croire et elle n'est pas la seule. L'entreprise Astrolab vient ainsi de passer un contrat avec SpaceX pour déposer un rover de grande taille à la surface de notre satellite. La mission est prévue pour mi-2026. Astrolab estime donc que SpaceX devrait être prêt à cette date. Le rover, dénommé Flex, devrait faire la taille d'un SUV pour une masse de 2 tonnes. Ce sera donc le rover le plus grand à s'être jamais posé sur la Lune. Il pourra transporter 2 astronautes et sera donc pilotable. En l'absence d'équipage, il pourra également être télécommandé. Il sera équipé d'un bras et d'un espace pour le fret, ce qui devrait en faire une solution logistique appréciable. Ce premier contrat vient d'Astrolab, mais on imagine que l'entreprise espère surtout accrocher l'intérêt de la NASA, une fois qu'elle aura fait sa démonstration. L'agence spatiale américaine va avoir besoin d'un rover pour le programme Artemis, et elle a déjà communiqué son cahier des charges via le programme LTV. Le Flex y répond, et on a donc peut-être sous les yeux le rover léger qui accompagnera les aventures d'Artemis. Quant au Starship, on attend toujours une date pour son premier vol orbital, peut-être en fin de mois si on a de la chance. Les entreprises du New Space ont donc des plans toujours plus ambitieux. Mais il ne faut pas oublier que parfois, les choses ne se passent pas comme on le souhaite, et le principe de réalité finit toujours par prévaloir. Virgin Orbit est en train de nous en donner un exemple retentissant. La firme de Richard Branson a été développée autour de l'idée de lancer des fusées depuis les ailes d'un 747, une sorte d'énorme missile orbital. Techniquement, cela a l'air de fonctionner à peu près. Entre 2020 et 2022, l'entreprise a pu mener 6 lancements, dont 4 ont réussi, ce qui en fait un des acteurs les plus prolifiques du New Space américain. Ce n'est pourtant pas suffisant. Depuis quelques mois, suite à l'échec de son dernier lancement, Virgin Orbit est dans le rouge. L'entreprise ne parvient pas à lever des fonds et son propriétaire n'a plus envie de mettre la main au portefeuille. La semaine dernière, ce sont encore 2 investisseurs potentiels qui se sont désistés. Il manque environ 200 millions de dollars pour continuer à faire tourner la boutique. Dans cette situation, il paraît compliqué de se tourner vers l'avenir. L'entreprise a mis 85% de ses employés au chômage technique et on se demande s'il ne s'agit pas là de la fin de l'aventure. Avec plus de 150 projets de nouveaux lanceurs à travers le monde, on se doute bien que tous ne vont pas réussir à s'installer sur le long terme. Virgin Orbit est cependant une des entreprises les plus avancées avec un lanceur déjà opérationnel et un carnet de commandes qui était plein. C'est un rappel de la difficulté extrême de l'aventure, au cours de laquelle bien d'autres rêves seront certainement brisés. Pour le moment, et malgré les échecs, ceux d'Astra Space tiennent toujours la route. Depuis 2018, cette entreprise californienne a réalisé 9 tirs de fusées suborbitales puis orbitales. Seuls 2 de ces lancements ont réussi. Qu'à cela ne tienne, Astra est prête à retourner sur un pas de tir, et avec une nouvelle fusée améliorée. L'entreprise espère mener le premier lancement de sa fusée Rocket 4 d'ici la fin de l'année. Rocket 4 est une fusée beaucoup plus grande que Rocket 3. Elle doit pouvoir placer jusqu'à 600 kg en orbite basse. Elle vise aussi à être beaucoup plus fiable que sa grande sœur. Astra a mené une enquête poussée sur la cause du dernier échec de lancement et a identifié une fuite sur le second étage. Les choix architecturaux de Rocket 4 doivent permettre à la fois de gommer ses défauts et de viser beaucoup plus gros. On verra si cela est suffisant pour continuer à séduire la NASA et l'armée américaine. Astra souhaite d'abord mener 2 vols d'essai à vide avant d'offrir sa nouvelle architecture à des clients commerciaux. Rendez-vous donc d'ici la fin de l'année pour voir si le pari est réussi.
Allez, avant de nous quitter, je vous rappelle que cette émission continue en live tous les jeudis matins à 9h sur Twitch, animée par Maxime. Le lien pour y participer est en description. Ce DNDE touche pour sa part à sa fin. N'hésitez pas à partager vos questions dans les commentaires, on y répondra dans la vidéo qui sortira le dimanche 16 avril à 17h. Vous pouvez trouver nos sources et nos réseaux sociaux dans la description. On se retrouve jeudi pour une matinale en live et un nouveau dossier de l'espace. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.